Christian Bulot, bonjour. Bonjour. Vous avez souhaité aborder dans ce podcast et ceux qui vont suivre une question centrale, à savoir comment construire une approche unifiée de la guerre de l'information. Effectivement, ce podcast 35 ne sera pas comme les précédents. Il a pour objectif de préciser le sens de notre démarche pour aborder la question de la guerre de l'information. Et en particulier, dans la manière dont on manipule la restitution d'événements historiques. Alors, l'étape numéro 1, telle que nous allons l'examiner aujourd'hui, c'est comment prendre du recul sur les récits historiques. Pour traiter cette étape numéro 1, nous allons consacrer 3 podcasts à cette démarche de réflexion, le 35, le 36 et le 37. L'analyse des récits historiques n'est pas une chose simple. Et surtout, dès lors qu'on essaie de les utiliser pour comprendre les mécanismes de la guerre de l'information. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord se pencher sur un point essentiel qui est la compréhension des contextes. Comprendre un contexte, en partant de l'analyse historique, ce n'est pas simplement dérouler une série d'événements, et ce n'est pas simplement non plus avoir ce qu'on pourrait appeler une attitude passive par rapport aux événements. Qu'est-ce que j'entends par là ? L'historien, et c'est normal, étudie la matière historique à travers des archives, à travers des témoignages, à travers différentes formes de sources qui aujourd'hui se démultiplient, bien entendu, en fonction de l'évolution de la société de l'information notamment. Mais son postulat de départ, c'est d'essayer de restituer le mieux possible la compréhension des événements historiques. Or, et c'est là la grande différence, pour utiliser la matière historique dans la guerre de l'information, il faut non pas avoir une attitude passive, comme l'historien peut l'avoir, mais au contraire une attitude active. Qu'entendez-vous par approche active ? Ça veut dire que la matière historique va devoir être utilisée pour produire de la connaissance éventuelle au service d'une stratégie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas se limiter à ce que l'historien nous restitue habituellement. On est obligé d'aller beaucoup plus loin dans le traitement même de cette matière historique. Pour comprendre les mécanismes de la guerre de l'information, il est absolument nécessaire d'aborder 2 éléments très importants qui auront une utilité majeure dans la mise en œuvre d'une guerre de l'information. Le premier élément, c'est l'étude des antagonismes entre les parties prenantes, entre les forces en présence. Et l'étude des antagonismes, c'est pas simplement les lister, les citer, les resituer dans leur contexte. C'est surtout voir comment un acteur de la guerre de l'information peut les utiliser le mieux possible au service de sa propre stratégie. C'est là où on passe d'une attitude passive à une attitude active. Deuxièmement, il n'y a pas que les antagonismes qui vont nous intéresser dans la matière historique. Il y a aussi ce qu'on appelle les contradictions des forces en présence. Les contradictions des forces en présence, c'est une particularité qui n'est pas forcément le pain quotidien de l'historien. Parce que là, on entre encore plus dans cette démarche active, c'est-à-dire que on va chercher dans la matière historique, en étudiant les contradictions, notamment de l'adversaire, comment les exploiter le mieux possible, je le répète, au service d'une stratégie. C'est-à-dire, automatiquement, la mise en œuvre d'une stratégie pour atteindre un objectif qui est soit la déstabilisation de l'adversaire, soit même un objectif encore plus ambitieux qui peut être la manière de vaincre l'adversaire par la guerre de l'information.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'on se met dans cette situation, on est obligé de changer de posture d'analyse. Un analyste classique, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer le mieux possible de restituer un contexte, des éléments de contexte, en étant le moins influencé possible par toutes les formes d'interprétation des contextes, de manière à ce que le résultat de son analyse puisse justement être utile pour un décideur, une autorité. Bref, on reste dans une approche passive afin de restituer une connaissance. Alors que dans un contexte de guerre de l'information, qu'est-ce qu'on va demander à un analyste au service d'une démarche de guerre de l'information? C'est d'analyser la connaissance, non seulement pour comprendre ce qui se passe, mais surtout pour mettre en œuvre une stratégie afin d'attaquer un adversaire en utilisant cette connaissance. Et ça, c'est très différent entre tenter de comprendre ce qui se passe et utiliser la connaissance pour attaquer un adversaire afin d'obtenir le meilleur résultat possible, c'est-à-dire soit sa déstabilisation, soit le vaincre sur le terrain de la guerre de l'information. Pour comprendre ce qui se passe dans un contexte de guerre de l'information, il est nécessaire de croiser ce que j'appelle des lignes de force. Alors, qu'est-ce que vous entendez, Christian Belot, par ligne de force? L'expression ligne de force, je l'extrais du monde artistique de la peinture. Ça peut sembler étrange, mais vous allez mieux comprendre pourquoi, justement, je vais chercher cette définition dans un monde en apparence terriblement éloigné de celui que je suis en train d'évoquer, qui est un monde de confrontation avec des parties prenantes qui s'affrontent. En peinture, les lignes de force dirigent l'organisation spatiale d'un tableau, si je prends le cas du tableau, et elles construisent ce qu'on appelle l'équilibre de l'image. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ligne d'horizon, par exemple, le bord de la mer, ou les contrastes, les zones de lumière, la lecture des masses colorées sur un tableau, tout ça constitue des éléments dits de ligne de force pour comprendre ce que l'artiste a voulu exprimer à travers une peinture. Eh bien, cette image, je la reprends et je la transpose dans notre monde de la guerre de l'information. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que déterminer des lignes de force, c'est obligatoirement comprendre le mieux possible le sens de l'action de l'adversaire et aussi le sens de notre action par rapport à l'adversaire. Alors, je ne veux pas être abstrait et je vais essayer d'être le plus concret possible afin qu'on comprenne bien où je veux en venir. Et pour ça, je vais revenir sur un épisode de ma vie. Je remonte fin des années 80, début des années 90, qui m'a permis justement d'aller dans cette direction. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? En fait, j'ai été sollicité par un conseiller du ministre d'État de l'époque au Quai d'Orsay, Roland Dumas, qui avait appelé à ses côtés un magistrat nommé Yves Lemoine. Qui est ce Yves Lemoine? Yves Lemoine était à l'époque en charge du titre de conseiller culturel auprès de Roland Dumas. Et ce magistrat, Yves Lemoine, avait lu l'étude que j'avais rédigée pour le ministère de la Recherche, Technique offensive et guerre économique. Et Technique offensive et guerre économique, c'était justement une étude qui faisait apparaître une démarche de grille de lecture. Démarche de grille de lecture un peu différente de celle qu'on utilisait habituellement dans le monde académique. Pourquoi? Parce que elle était
centré sur l'analyse des antagonismes entre les parties prenantes dans le monde économique et dans un cas surtout d'une confrontation entre adversaires dans un cadre de guerre économique. Et cette étude essayait aussi d'étudier les contradictions de ces parties prenantes. L'objectif, c'était de mettre en exergue ce qu'était une démarche d'accroissement de puissance par l'économie, c'est-à-dire comment un pays allait chercher à construire une puissance ou augmenter sa puissance autour d'un enjeu politique, mais cet enjeu politique, on en vérifiait la dimension par une démarche, je le répète, d'accroissement de puissance par l'économie. Et automatiquement, en se confrontant à d'autres, en essayant de les rendre dépendants, en essayant d'imposer sa suprématie en termes de contrôle des échanges commerciaux, par exemple, ou sur un plan monétaire, ou en allant chercher des ressources et en se les accaparant, etc., etc. Yves Lemoine avait donc lu mon étude technique offensive et guerre économique, et on était dans la foulée du bicentenaire de la Révolution française, et il me demande d'essayer de réfléchir sur un sujet qui lui semblait déjà important à l'époque, c'était la crise du patriotisme en France. Et à ce propos, il me propose d'appliquer la méthode d'analyse que j'ai utilisée pour rédiger Technique offensive et guerre économique sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que il sentait bien que par l'approche historique classique, voire par l'approche d'autres sciences humaines, que ce soit la sociologie, la psychologie notamment, on n'arrivait pas à des réponses vraiment satisfaisantes pour essayer de comprendre pourquoi il y avait une crise aussi importante autour du mot patriotisme en France. Et que ce n'était pas simplement la vie politique intérieure française, son évolution, la montée en puissance du Front National, qui expliquait l'amplitude de cette crise. Donc j'ai répondu positivement à sa demande. Alors juste un mot quand même, je crois, sur Yves Lemoine. Yves Lemoine n'était pas un magistrat comme les autres. Il avait participé au syndicat de la magistrature, mais en 95, il sort un ouvrage avec un autre magistrat pour critiquer le syndicat de la magistrature. Et c'est un des premiers magistrats qui en a été membre, qui a commencé à avoir une posture de non-suiveur. C'est-à-dire qu'il a mis en garde, à l'époque, les lecteurs de son ouvrage sur les dérives possibles d'un tel syndicat. Donc, je dis ça parce qu'il avait à la fois la capacité de prendre ce type de position, mais il avait aussi cette passion pour l'histoire, et on peut dire qu'au-delà même de cette passion pour l'histoire, c'était un véritable intellectuel. Donc c'était un magistrat intellectuel qui me posait cette question, comment essayer d'analyser la crise du patriotisme. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, il y a sur YouTube une petite vidéo qui s'intitule Littérature : Yves Lemoine aux éditions Michel de Maule, Maule M-A-U-L-E, et vous allez tomber sur le lien YouTube et vous verrez, c'est très intéressant, elle ne dure pas longtemps et en quelques minutes, il resitue justement l'état des lieux, entre guillemets, c'est-à-dire comment l'histoire restitue les événements et comment d'autres sciences sociales les restituent à leur manière et quelles sont les différences entre les modes de restitution. Alors, quelle est cette raison, Christian Arbelot ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand il m'a posé cette question ? J'ai essayé de comprendre justement les antagonismes et les rapports de force qui pouvaient exister autour de la problématique du patriotisme. Et pour ça, j'ai choisi 3 événements qui m'ont semblé déterminants. 1815, 1871 et 1940. Alors, quel est le point commun entre ces 3 événements, Christian Arbelot ? Alors, j'ai choisi ces 3 événements. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un point commun qui est pas du tout anodin. C'est 1815, c'est la défaite de Waterloo. 1871, c'est la défaite de la France contre la Prusse. 1940,
c'est la défaite de la France contre l'Allemagne nazie. Mais le point commun, c'est pas simplement 3 défaites, c'est surtout une force ennemie lors de ces 3 événements cruciaux dans l'histoire contemporaine française, nous a vaincus militairement et a ensuite favorisé en France l'émergence d'une force politique qui a pris le pouvoir. 1815, c'est la restauration de la monarchie française avec le soutien des monarchies européennes et de la Russie tsariste qui ont vaincu l'armée française de Napoléon à travers le symbole de la défaite de Waterloo. 1871, c'est la création d'un nouveau régime politique en France après le Second Empire qui va être dirigé par Thiers et avec le soutien de Bismarck qui a vaincu l'armée française en 1870. Et 1940, c'est la création du régime de Vichy avec derrière la politique de collaboration entre ce régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Et cette Allemagne nazie, c'est celle qui a vaincu l'armée française en juin 40. Et là, on voit bien le court-circuit qui apparaît autour du mot patriotisme. Comment voulez-vous qu'à travers 3 événements de ce type, dans la population française, on ait une idée claire et unifiée sur le terme patriotisme? C'est-à-dire, et j'en reviens aux lignes de force, si on croise les lignes de force qui découlent des contradictions des parties prenantes, le camp bonapartiste, le camp royaliste, le camp républicain, prendre la période 1815, la période 1871. On voit bien qu'on aboutit à un tableau totalement illisible du mot patriotisme. Car ces 3 camps s'opposent en termes de finalité, constitution d'un régime politique en France, l'Empire tel que les bonapartistes l'entrevoyaient, le retour de la monarchie tel que les 2 familles royalistes pouvaient éventuellement l'entrevoir, et la reconstruction d'une république telle que les différentes factions du camp républicain souhaitaient réaliser. On voit bien que ces 3 camps sont irréconciliables et sont sur des positions radicalement opposées. Ce qui veut dire que le point qui va les réunir de manière très cynique d'une certaine façon, c'est que ces 3 camps vont privilégier des objectifs de politique intérieure par rapport à ce qu'on pourrait qualifier d'objectifs de puissance. D'un côté, on cherche des camps opposés pour vaincre leurs adversaires en France en matière de politique intérieure, et de l'autre, on a la problématique de puissance, c'est-à-dire que va devenir la France en s'opposant militairement à des ennemis, et je dis bien des ennemis parce qu'en 1815, il y avait une série de monarchies plus l'Empire russe, et en 1870, c'est la Prusse, mais c'est aussi la coalition de l'Allemagne du Nord et de l'Allemagne du Sud, et en 1940, c'est l'Allemagne nazie qui s'est rattachée, l'Autriche et d'autres parties territoriales, afin de partir dans l'aventure désastreuse qu'on lui connaît. Donc là, on a un problème majeur sur ces fameuses lignes de force. Autant on peut les comprendre en termes de politique intérieure, autant on ne les comprend plus en termes de politique extérieure. Ce qui veut dire que la crise du patriotisme en France, à travers ces 3 événements, elle est patente. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que me faisait remarquer Yves Lemoine quand on discutait de ça au début des années 90, c'est que on cherchait vainement un ouvrage qui prenait comme base de réflexion les 3 fameuses crises en question, en un peu plus d'un siècle, qui affectent directement l'état d'esprit d'un peuple par rapport à son devenir
et la manière dont il peut s'unifier autour d'un mot qui s'appelle le patriotisme face notamment à des ennemis extérieurs. Donc, force est de constater que l'analyse historique classique n'a pas cherché à délier le gordien que je viens d'exposer, alors que si on se situe sur le terrain qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le contexte de guerre de l'information, on voit bien que là, il est absolument nécessaire d'essayer de délier ces fils. Pourquoi ? Parce que pour mener une guerre de l'information au service d'une puissance, en l'occurrence la puissance française, il est absolument nécessaire que le peuple et ses représentants soient unifiés derrière une stratégie commune pour vaincre l'ennemi. Or, dans les 3 événements que j'ai cités, 1815, 1871, 1940, ce n'a pas été le cas. Et c'est la raison pour laquelle nous allons revenir dans 2 prochains podcasts sur la période de l'entre-deux-guerres au XXe siècle et la période de la Seconde Guerre mondiale et revenir sur l'analyse des antagonismes et des contradictions. Mais avant d'aller dans cette direction, je voudrais, moi, approfondir le problème de la guerre de 1870. Parce que c'est quand même pratiquement l'événement où on a la preuve de cette incohérence à l'égard du patriotisme et la contradiction majeure qu'il y a entre les enjeux de politique intérieure d'une part et les enjeux de politique de puissance d'autre part. Je dis on a la preuve, pourquoi ? Parce que dans le cours de cette guerre de 70 et surtout dans les événements qui ont suivi, un militaire, Charles Bazaine, a été jugé pour trahison. Et ce point focal va nous permettre justement de revenir sur cette période qui illustre bien le raisonnement que j'essaie de tenir à travers ce podcast. Alors, pour réexaminer sous un autre angle et sous l'angle d'une grille de lecture telle que j'essaie de dessiner notre démarche d'analyse en termes de guerre d'information, je vais m'appuyer sur 2 personnages qui sont 2 universitaires, l'un plus que l'autre d'ailleurs. Alors le premier s'appelle Éric Anseau. Alors peut-être pour nos auditeurs, Christian Bulot, on pourrait rappeler rapidement qui est Éric Anseau. Donc c'est un historien français, né le 9 décembre 1966 à Paris. C'est un spécialiste reconnu du Second Empire et de Napoléon III. Il a été maître de conférence habilité à diriger des recherches à la Sorbonne Université, où il a enseigné l'histoire du 19e siècle, l'histoire des pouvoirs. Et puis, depuis 2023, il est professeur des universités en histoire politique et sociale de la France et de l'Europe contemporaine à l'Université de Lorraine. C'est également un ancien proche de Jean-Pierre Chevènement. Et Éric Anseau, c'est intéressant, dit ne pas se reconnaître dans le clivage gauche-droite qu'il estime devoir être dépassé au nom d'une certaine idée de la France. Et pour terminer, il faut savoir qu'il était également membre du bureau national du parti Debout la France. Alors, cet universitaire, professeur des universités en histoire, il est intéressant parce que dans la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, vous tapez le nom Éric Anseau et guerre de 70 et vous allez tomber sur son intervention. Il nous donne réellement là une grille de lecture classique telle qu'un historien peut la formuler. C'est-à-dire, il va revenir sur la manière dont Bismarck a tendu un piège à la France en jouant sur cette problématique de désignation d'un nouveau roi sur le trône d'Espagne. Et le piège, si je dois le rappeler, c'est de pousser un candidat non officiel en plus de la Prusse, qui était un membre de la famille des
Hohenzollern, donc pour le désigner, c'était Léopold von Hohenzollern-Sigmaringen, donc c'était un prince prussien, et le fait de pousser ce candidat, c'était automatiquement chez une réaction française parce que les Français, et notamment les autorités du Second Empire, Napoléon III, mais aussi la princesse Eugénie, ne voulaient pas se retrouver dans l'éternelle situation d'être encerclés, entre guillemets, au nord par une Prusse de plus en plus présente, qui avait battu le Danemark, qui avait battu l'Autriche, et qui cherchait à réunir les différents États qu'il y avait en Allemagne du Nord et en Allemagne du Sud, et au Sud, une Espagne qui passerait sous bannière prussienne par personne interposée, et cette espèce d'encerclement géographique ne pouvait que déplaire, bien entendu, à la France au regard de l'histoire passée ou des siècles passés. Et le piège, en fait, c'est déjà cette manœuvre. Et ce qui est très intéressant, c'est de noter, tel que nous le raconte bien sûr Éric Anseau, c'est que, en fait, le candidat tel que Bismarck le mettait en avant ne sera pas mis sur le trône espagnol. Et là, les Français vont commettre une erreur en demandant au roi Guillaume Ier de certifier par des garanties officielles qu'il ne recommencerait pas une telle démarche. Et c'est là où on tombe sur l'événement de la dépêche d'Helms. Typiquement, on est dans un acte de guerre de l'information au premier degré, devrais-je dire. C'est-à-dire que Bismarck était, suite à cette non-réussite de sa manœuvre, en très mauvaise posture, reste en alerte et va profiter justement des tentatives de l'ambassadeur de France qui voulait à tout prix rencontrer le roi Guillaume Ier pour obtenir cette preuve officielle par écrit de garantie de renonciation définitive aux troupes d'Espagne par une démarche émanant justement de la Prusse. Bismarck rédige le communiqué, cette dépêche, et il fait exprès de mettre dans le texte une phrase qui va être ressentie à Paris comme un camouflet, à savoir que Sa Majesté le Roi, là, il pense à Guillaume Ier, a refusé de recevoir une fois de plus l'ambassadeur et lui a fait dire par l'aide de camp de service que Sa Majesté n'avait plus rien à communiquer à l'ambassadeur de France. La dépêche d'elle, Bismarck va faire en sorte qu'elle arrive très vite par les canaux des médias de l'époque, et à Paris, elle provoque une déflagration, et bien entendu, dans la faction la plus remontée contre l'Allemagne, autour de Napoléon III, il y a une pression qui s'exerce. La presse parisienne va jouer un rôle très très important de va-t-en-guerre en exigeant une réaction la plus dure possible à l'égard de la Prusse, et la France, par la voix de Napoléon III, déclare la guerre à la Prusse, ce qu'il ne fallait surtout pas faire, car en déclarant la guerre à la Prusse, elle obligeait l'Allemagne du Sud à devenir solidaire de la Prusse. Ce qui veut dire qu'on ne se retrouvait plus face à la Prusse, mais face à l'ensemble des forces sur le territoire de l'Allemagne, donc Allemagne du Nord et Allemagne du Sud. Et le piège était refermé. Donc ça, Anseau nous l'explique et joue parfaitement son rôle de travail d'historien. Et il va bien sûr rappeler l'impréparation de la mobilisation des troupes françaises et les erreurs commises par les autorités militaires durant les premières semaines de la guerre franco-prussienne. Mais il ne traitera pas d'un problème essentiel qui est la politique intérieure française et les factions qui s'opposent, telles que je les ai évoquées tout à l'heure, sur comment prendre le pouvoir, en fait, à travers un parti triangulaire, un empire déclinant. N'oublions pas que Napoléon III est très malade et les gens qui l'entourent cherchent à jouer leur propre jeu. Et bien entendu, le camp royaliste, très présent
notamment dans la haute hiérarchie militaire, et puis un camp républicain qui est pas très unifié, qui est assez encore dispersé, et qui va surtout faire parler de lui lorsque la révolte sociale qui gronde dans les provinces, mais aussi à Paris, va prendre la forme de la Commune de Paris. Et c'est là où on arrive à second personnage que je fais intervenir, qui lui aussi a réalisé une vidéo sur YouTube, en 3 épisodes d'ailleurs, et je parle d'Henri Guillemin. Alors, là aussi, peut-être précisons qui est Henri Guillemin et expliquons un peu son parcours. Donc, Henri Guillemin est reçu en 1923 à l'École normale supérieure, où il va côtoyer Paul Nizan ou Jean-Paul Sartre et Pierre-Henri Simon. Pierre-Henri Simon avec lequel il reste ami malgré leurs divergences idéologiques. En 1927, il est reçu 5e à l'agrégation de lettres, il fait une thèse pendant qu'il enseigne en lycée. Et en 1938, peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, donc, il est nommé à l'université de Bordeaux. À la Libération, après avoir tenté en vain d'obtenir un poste à la Sorbonne, il devient attaché culturel à l'ambassade de France en Suisse à Berne, jusqu'à sa retraite en 1962. Puis il va ensuite partager sa vie entre la France et la Suisse. Et comme vous l'avez précisé, brillant conférencier, très apprécié dans le monde francophone, il va enregistrer plusieurs séries d'émissions historiques ou littéraires pour la télévision suisse romande. Alors justement, la fameuse vidéo YouTube en 3 épisodes, c'est sur le maréchal Bazaine. Et l'intérêt d'un personnage comme Henri Guillemin, qui, on voit bien dans le tracé de sa vie professionnelle, n'était pas tout à fait conforme à l'orthodoxie de l'académie telle qu'on pouvait l'entendre, du savoir-faire académique et en particulier du monde des historiens qui ne le voyaient pas arriver, disons, d'un bon œil, puisqu'il n'était pas justement dans cette orthodoxie. L'intérêt de ces 3 petites vidéos sur Bazaine est le suivant. En fait, Bazaine, tel que nous le présente Guillemin, est l'homme qui est au cœur d'un nœud gordien. Et ce nœud gordien, c'est quoi? C'est la manière dont une partie de la hiérarchie militaire française va considérer que la priorité absolue dans la France de l'époque, c'est pas de vaincre la Prusse ou de résister à la Prusse à tout prix, mais c'est surtout d'empêcher l'émergence d'une révolution sociale qui aboutirait à un changement de régime peut-être aussi brutal que celui qui s'est déroulé en 1789 avec la Révolution française. N'oublions pas, je le répète, dans l'armée française de l'époque, les royalistes étaient très fortement représentés et cette présence royaliste n'est pas anodine dans le cours des événements. Donc, les éléments que Guillemin nous apporte en retraçant les épisodes, et notamment les épisodes militaires, c'est d'expliquer qu'il était possible, à un moment donné, une fois que la percée prussienne s'était traduite par l'arrivée même des troupes aux abords de Paris, de tenter de couper les lignes logistiques de l'armée prussienne qui s'était fortement étirée et en sachant que ces effectifs n'étaient pas démesurés. Et pour réaliser une telle opération, il aurait fallu que 2 armées françaises, celle de Bazaine qui était à Metz et celle de MacMahon qui était sur une autre partie du territoire, mais pas très éloignée de Metz, se réunissent dans une manœuvre commune afin de déstabiliser tout l'axe de soutien logistique à l'armée prussienne, en sachant que dans le même temps, Gambetta, le fameux républicain, qui s'était enfui de Paris en ballon et avait réuni une armée autour de la Loire, pouvait déclencher même une offensive sur Paris, ce qui aurait mis les Prussiens dans une situation délicate, dans le sens où ils devaient faire face à une rupture de leurs liens logistiques au nord et une pression d'une nouvelle armée française qui arrivait par la Loire vers Paris. Et là, ce qui est très intéressant, c'est ce que nous rappelle Guillemin, c'est qu'un homme comme Adolphe Thiers était un ancien royaliste et qui était aux côtés justement de Gambetta.
va tenter de désinformer Gambetta en disant Bazaine a capitulé. C'était faux. Premier problème, on est toujours dans la guerre de l'information. Deuxième problème, et non des moindres, c'est que le général est chargé de diriger cette nouvelle armée créée du côté de la Loire, était un royaliste et n'a pas déclenché la contre-offensive comme l'aurait souhaité Gambetta. Il a sabordé, selon les termes guillemins, la contre-offensive. Donc on a deux sabordages en un. Le premier, c'est Bazaine à Metz qui refuse en fait de rejoindre les troupes de MacMahon pour couper la ligne logistique. Et c'est ce général royaliste auprès de Gambetta qui, si l'on en croit Guillemin, saborde la contre-offensive de l'armée qui est créée à cet endroit vers Paris. Et là, on voit, toujours dans la manière dont Guillemin nous retrace ces différents éléments, que le procès qui est ensuite fait au maréchal Bazaine, c'est un procès tronqué. On l'accuse de trahison, c'est pas n'importe quoi quand même comme accusation, mais on va tout faire pour vider le procès de sa substance première qui est « mais pourquoi a-t-il trahi ?» Quelle est la raison de cette trahison, de sa capitulation à Metz? Et je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous renvoie justement à ce que nous renvoie Guillemin, mais c'est pas tout à fait un hasard si ce général Bazaine va s'enfuir et échappera d'une certaine manière à la justice française, s'il se réfugiera dans un pays étranger. Et ensuite, la commission qui a été créée pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui est pratiquement composée de royalistes, il suffit de voir les noms des membres qui la composent, noie elle aussi le poisson, pour éviter justement que n'apparaisse le nœud gordien qui est que la guerre de 70, elle est perdue, d'abord et avant tout, à cause de cette division entre forces politiques françaises à l'intérieur du pays, qui ont chacune des objectifs fondamentalement différents. N'oublions pas que Thiers, qu'on va retrouver à Versailles, à la tête du début de la Troisième République, est un ancien royaliste, et c'est ce Thiers qui va prendre la parole à un moment donné, après l'échec de la Commune, pour dire à une assemblée qui est très largement composée de députés royalistes, et qui va leur dire « Ne cherchons pas à recréer la monarchie, un roi est vulnérable parce que sa légitimité, c'est son titre de roi, alors que si on rétablit la République, le peuple ne s'opposera pas à une légitimité républicaine d'un pouvoir qui est censé le représenter. » Donc, cet épisode de la guerre de 70 est très éclairant sur ce que j'ai dit au tout début de ce podcast, c'est-à-dire la restitution chronologique des événements et la manière de présenter les forces en présence en se focalisant sur la guerre de 70, c'est-à-dire un pouvoir exécutif, le Second Empire et la maladie de Napoléon III qui l'empêchait de diriger les armées, les erreurs militaires malgré quelques victoires non exploitées sur le terrain à un niveau tactique, et enfin le problème majeur qui renverse la situation, c'est-à-dire la Commune de Paris qui ne veut pas arrêter la guerre alors qu'elle est censée avoir été perdue, etc. Cette lecture historique masque une autre lecture, qui est la lecture, je le répète, de la confrontation en termes de politique intérieure, avec un résultat sur lequel nous allons revenir dans les deux prochains podcasts, le 36 et 37, c'est-à-dire que c'est en fait un problème de politique intérieure qui l'emporte par rapport à la question de la puissance de la France confrontée à des ennemis militaires extérieurs. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, la notion de patriotisme, c'est plus dans la
deuxième question qu'elle se pose, c'est-à-dire comment un peuple peut être uni face à des pays qui l'attaquent, plutôt que comment un peuple se diviser sur des parties prenantes qui n'ont pas du tout le même objectif politique. Leur objectif politique, c'est le pouvoir, alors que pour gagner une guerre, c'est une question de puissance. Pouvoir et puissance ne font pas du tout jeu commun. Christian Arbulot, merci. Donc, dans notre prochain podcast, nous continuerons donc à traiter cette première étape qui consiste à prendre du recul sur les événements historiques par l'analyse de l'entre-deux-guerres, où nous constaterons la persistance de l'incapacité à gérer la contradiction entre la crise politique intérieure et les enjeux de puissance extérieure.